J'ai été directeur de la caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF de 2007 à 2013. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on a créé cette caisse dédiée à la SNCF? Alors, au départ, si vous voulez, dans les années 1911 puis 1931, et ça a été confirmé après la guerre, on a chargé la SNCF de gérer un système qui gérait l'assurance maladie des cheminots, la prévoyance des cheminots et la gestion des accidents du travail. En 2007, on a décidé de faire une séparation entre la SNCF proprement dite et la caisse. On a donné une personnalité morale à la caisse de retraite et de prévoyance. Et comme j'avais géré cette séparation auprès de la RATP, on m'a demandé d'assurer la séparation de la caisse avec la SNCF. Pourquoi cette opération a-t-elle été organisée? Eh bien, c'est pour des raisons de comptabilité, parce que la SNCF avait de tels engagements sociaux que si on avait maintenu le système en fonction des évolutions de la comptabilité dans le cas des entreprises européennes, eh bien, on aurait quasiment mis la SNCF en faillite comptable avec plus de 100 milliards d'engagements financiers. Ça veut dire qu'on aurait dû passer les engagements de la caisse de retraite de la SNCF dans les comptes de l'entreprise. C'est ça, exactement. Et donc, c'est la création de la caisse était la conséquence de cette obligation. D'accord. Alors donc, c'est l'Union européenne qui oblige à créer une caisse spécifique pour la SNCF. Indirectement, oui. Donc, cette caisse aujourd'hui, elle est abondée, financée par quels moyens? Alors, les moyens sont les suivants. Il y a d'abord une contribution d'État qui est liée à un règlement européen de 1969 sur les entreprises de transport ferroviaire et qui prévoit une dotation qui est aujourd'hui de 3,5 milliards d'euros et qui est censée représenter la somme que doit l'État en fonction des déficits démographiques antérieurs et des engagements futurs sur la base des prestations du régime général. Ça, c'est la première ressource. 3,5 milliards, ça n'est pas évidemment une pécadille. Par ailleurs, vous avez environ 2 milliards de cotisations, dont à peu près 5 à 600 millions payés par les salariés sur la base d'une cotisation qui, en fonction des évolutions réglementaires, tend à se rapprocher de la contribution payée par les salariés du régime général. Puis vous avez la contribution de la SNCF. Dans cette contribution, il y a deux sommes. Il y a deux volets. Il y a le volet T1. Le volet T1 représente les cotisations que paierait un employeur du privé. Aujourd'hui, pour 2017, on tourne autour de 23,85% sur les salaires. Et puis vous avez une cotisation dite T2 qui représente 11,60 et des poussières et qui représente le coût des avantages spécifiques du régime. Il faut bien dire que cette contribution est payée par la SNCF, alors qu'on peut remarquer, par exemple, que la RATP, qui a aussi un régime spécial de retraite, ne cotise que sur la base des avantages du régime général, alors qu'elle ne cotise pas
pour les avantages spéciaux du régime qui sont entièrement pris en compte par l'État à hauteur de plus de 350 millions d'euros. Alors quels sont ces avantages spéciaux du régime sur lesquels la SNCF cotise alors que la RATP ne cotise pas? Alors, la RATP a un ensemble d'avantages qui s'organisent de façon assez différente, mais qui revient à peu près au même. Et un des avantages les plus évidents, c'est la possibilité pour l'ensemble des salariés de partir progressivement à 57 ans. Pour les roulants, ils peuvent partir à 52 ans. À noter que cette date ne constitue plus, comme jusqu'en 2007, une date butoir, mais une date qui peut être dépassée si l'assuré cheminot estime qu'il veut améliorer ses droits à l'assurance retraite. Alors, donc concrètement, la RATP, pourquoi ne cotise-t-elle pas là où la SNCF cotise? Je me le suis toujours demandé. Chaque fois que j'ai posé la question auprès des autorités de tutelle, il y avait un silence radio sur cette question qui mériterait tout de même d'être traitée. Une raison pourrait être invoquée, c'est que la RATP est soumise à une moindre concurrence que ne l'est la SNCF, ou que ne le sera déjà sur le réseau, sur le fret, et progressivement sur le trafic voyageur à partir de 2019. D'accord. Donc, cette surcotisation SNCF, elle coûte à peu près combien sur des recettes globales du régime d'à peu près combien? La surcotisation, je vous dis ça de mémoire, 11,68 sur une masse salariale qui fait à peu près 9 millions d'euros. Vous voyez un peu ce que ça peut représenter, mais ça représente à peu près 800 millions d'euros par an. Est-ce que ces 800 millions d'euros par an pèsent sur le coût du billet de train? Ils interviennent forcément dans la formation des coûts, mais si vous voulez, il n'y a pas, lorsqu'un voyageur prend son billet, il n'y a pas de financement spécifique du régime. Alors, je vais vous prendre un autre exemple. Lorsque vous êtes gazier, électricien et que vous êtes consommateur, le consommateur, il finance indirectement, sans le savoir, la contribution tarifaire d'acheminement. Eh bien, cette CTA est pratiquement exclusivement destinée au paiement du régime spécial des gaziers électriciens. On peut en dire autant du régime des clercs de notaire. Aujourd'hui, les clercs de notaire financent leur régime par des cotisations, mais chaque fois que un propriétaire vend un appartement, eh bien, il y a des droits de mutation, et une partie de ces droits de mutation vont au financement du régime des clercs de notaire. S'il y a une reprise des mutations, eh bien, ça va au bénéfice des clercs de notaire pour financer leur régime. Alors pourquoi y a-t-il un régime spécial SNCF? Pourquoi la SNCF, les cheminots, ne sont pas au régime général de la Sécurité? Alors, il faut bien voir que d'abord, il faut envisager ça dans une perspective historique, c'est-à-dire que les cheminots qui disposaient d'avantages spéciaux ont fini par obtenir
disposaient déjà d'avantages spéciaux que les entreprises de transport avaient donné comme argument de vente pour éviter que les cheminots ne soient des travailleurs intermittents. Eh bien, en 1911, puis en 1938, et puis je m'en mêle dans les dates, ont obtenu des avantages qui représentaient un système un petit peu analogue à celui des miniers, des mineurs, c'est-à-dire le cheminot, en quelque sorte, était accueilli dans l'entreprise, on lui offrait une protection contre les dangers relatifs à la maladie, on lui donnait une retraite à un âge de départ beaucoup plus précoce, notamment à 50 ans, parce que le métier de conducteur avec les locomotives était évidemment extrêmement astreignant, mais il y avait d'autres avantages qui existaient, qui n'existent plus aujourd'hui. Il y avait des épiceries, il y avait toute une série. Et puis, il y a évidemment une médecine de soins interne, même si elle est moins développée que par le passé. Cette médecine de soins existe toujours. Autrement dit, dans la culture cheminote, si vous voulez, il y a toujours cette vision de cet âge d'or où le cheminot était pris intégralement par par l'entreprise, par l'employeur, et sur le même modèle que les sociétés de secours minières qui prenaient intégralement en charge les mineurs. Sauf que en 1945, la CGT cheminot explique la résistance contre l'occupation, etc., et propulse le régime général de la sécurité sociale. Pourquoi en 1945 on n'intègre pas les cheminots dans le régime général? Alors il y a au moins deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, les prestations prévues par le régime général, notamment en retraite, étaient beaucoup moins intéressantes. Et de plus, si vous voulez, il n'y avait pas dans le régime général de possibilité de départ anticipé, soit l'inaptitude à partir de 60 ans, mais si vous voulez, le régime des cheminots était évidemment beaucoup plus intéressant que ce que pouvait proposer le régime général. Mais on a fait la même chose du côté de la fonction publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait un régime des fonctionnaires pour la retraite qui a été mis en place dès 1855, avec notamment des conditions de départ anticipées pour tout ce qu'on appelle les services actifs, les instituteurs, les policiers et puis d'autres catégories que je ne peux pas nommer parce que ce serait trop long. Et donc il y a eu un consensus entre les syndicats et notamment la CGT qui à l'époque avait une puissance extraordinaire, d'autant plus qu'elle était très largement en osmose avec le Parti communiste français, et puis la haute fonction publique qui avait des avantages, et les fonctionnaires qui avaient des avantages spécifiques, et notamment cet avantage extraordinaire qui perdure, qui fait qu'on calcule la pension des cheminots, mais aussi des fonctionnaires, sur les 6 derniers mois d'activité. Je précise hors prime, ce qui est évidemment un élément relativement important, alors qu'au régime général, on cotise sur la retraite, y compris sur les primes.